Bonjour et bienvenue dans le balado Plurilinguisme en éducation. Je m'appelle Caroline Do et je suis professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton. Enseignante débutant et chevronnée, du préscolaire au milieu universitaire, enseignante de langue ou d'autres matières, en milieu pluriethnique ou non, c'est à vous que s'adresse ce balado. On souhaite vous inspirer, vous informer et vous équiper pour relever les défis de l'enseignement dans un monde où la diversité linguistique est désormais la norme. Plurilinguisme en éducation va vous offrir des perspectives inspirantes et des outils concrets pour enrichir votre pratique pédagogique. Vous trouverez d'ailleurs tous les outils dont nous parlerons dans cet épisode sur notre site web, dont l'adresse se trouve dans les notes de l'épisode. Bonjour, bienvenue au balado Plurilinguisme en éducation. Aujourd'hui, on va parler de classe d'accueil et d'albums plurilingues. Je suis en compagnie de Catherine Gosselin-Lavoie, qui est professeure à l'Université de Montréal, et d'Émilie Larouche, qui est enseignante en classe d'accueil. Donc, Émilie, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous parler de ton contexte d'enseignement, de qui tu es? Oui, donc j'enseigne en classe d'accueil depuis environ 8 ans maintenant. J'enseigne à l'école du Petit Chapiteau, qui est dans Côte-des-Neiges, à Montréal. On est dans un milieu, oui, je suis en classe d'accueil, mais on est aussi dans un milieu extrêmement plurilingue, surtout dans ce quartier-là, dans Côte-des-Neiges. Et sinon, oui, c'est ça. Donc, en classe d'accueil, j'accueille des élèves depuis 8 ans de partout dans le monde, vraiment. On a là, en fait, je vais vous parler beaucoup de mes expériences de cette année, là, donc avec des élèves qui viennent des Philippines, de Mexique, Colombie, mais aussi Bangladesh, Inde, tout ça. Donc, c'est vraiment extrêmement varié. Puis, c'est le contexte parfait pour travailler les albums plurilingues. Ah, j'ai déjà hâte que tu nous en parles de comment ça se passe. Puis, Catherine, tu peux te présenter un petit peu? Oui, bonsoir. Donc, Catherine, je suis professeure adjointe à l'Université de Montréal depuis 2022. Puis, en fait, moi, j'ai une formation en enseignement du français langue seconde. Donc, Émilie et moi, on a fait notre bac ensemble. Voilà, puis je me suis... en fait, on a fait notre maîtrise aussi en même temps à l'Université de Montréal. Puis, j'ai touché à différents contextes, là, un peu du style linguistique. Bon, j'ai été aussi enseignante en maternelle 4 ans, en classe ordinaire. J'ai été aussi au centre d'intervention pédagogique en contexte de diversité du centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. J'ai fait comment dire, j'ai essayé plusieurs contextes. Puis c'est ça, depuis 2022, je suis à l'Université de Montréal. Je suis en didactique du français et je m'intéresse à l'utilisation de la littérature jeunesse et au plurilinguisme. Donc, voilà. Puis ton intérêt pour le plurilinguisme, est-ce que c'est arrivé de ta pratique sur le terrain que tu mentionnais un petit peu ou plutôt de la recherche? Ben, je dirais que quand on était au bac, je sais pas, Émilie, si tu te souviens, là, on a eu un cours avec Daphné Simard, qui est un cours Mhm. sur en fait, c'était un cours en linguistique, puis elle nous a parlé du projet Elodile. Puis moi, ça m'avait accroché, mais on n'en a pas parlé tant que ça pendant notre bac. Puis, mais ça m'était vraiment resté en tête. Puis quand on a fait la maîtrise, ben j'ai fait la maîtrise à l'Université de Montréal, puis je devais trouver une direction de recherche. Puis, quand j'ai vu que dans les professeurs à l'Université de Montréal, il y avait Françoise Armand qui avait vraiment lancé le projet Elodile, ben je suis tout de suite allée vers elle parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis, ben c'est ça, j'ai continué de développer cet intérêt-là finalement en recherche. Super. Puis Émilie, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au plurilinguisme? Est-ce que c'était aussi le cours de Daphné Simard ou c'est arrivé après? Entre autres, mais tu sais, à la base, je pense qu'il y avait un intérêt juste avec le choix, en fait, de notre bac, de l'enseignement du français langue seconde. Je pense que ça vient avec un intérêt général pour les langues, puis tout ça. Fait que c'était comme, ça allait un peu de soi. Puis après ça, oui, avec nos cours, puis après ça, avec nos... C'est sûr que là, moi, j'ai été choyée parce que là, j'avais Catherine qui était là, qui pouvait comme me nourrir d'informations concernant le plurilinguisme. Mais sinon, c'est ça. Je pense que c'est un intérêt je sais pas, qui s'est développé vraiment au bac, comme ça allait un peu de soi, là. C'est ça, Mais pendant je notre trouve ça formation. tellement intéressant que tu dises que ça venait un peu de soi au bac parce que si tu avais fait ton bac 10 ans plus tôt,
Je suis pas sûre que tu aurais ce discours-là. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui est récent de considérer la compétence plurilingue des enfants dans l'enseignement d'une langue seconde, là, parce que moi, quand j'ai suivi mes cours, j'ai pas fait le bac, là, c'était un certificat, mais dans mes cours en enseignement du français langue seconde, on n'en parlait pas du tout. Là, on est Mmh. en 2007 à 2009, là, puis on n'en parlait pas du tout, du tout, du tout. Puis les stratégies qui étaient enseignées, c'était des stratégies d'enseignement monolingue, là. Donc, Mmh. Mais c'est ça, je pense que oui, ça évolue. Puis même nous, en fait, même quand on a fini notre bac, je pense pas qu'on l'a pas exploité à son plein potentiel, là. non. Clairement, ce qui Ouais. se passe présentement dans les universités, probablement que c'est beaucoup plus complet et varié comme enseignement, là. Mais Catherine, Ben, c'est sûr tu que c'est pourras en un domaine qui témoigner. est tellement riche en Ouais. recherche, Mhm. dans les quoi, 2 dernières décennies, je dirais, Catherine, ça en Amérique du Nord, là, mettons, Ouais. ça a vraiment comme explosé, là. Oui, puis il y a de plus en plus de matériel aussi disponible, tu sais, pour, animer justement que ce soit des activités d'éveil aux langues ou, parler de plurilinguisme avec les élèves, de la littérature jeunesse aussi. Il y a de plus en plus d'albums bilingues, plurilingues qui sont édités, là, maintenant, même, dans les grandes maisons d'édition qu'on connaît. Donc, ouais, de plus en plus, il y a comme un intérêt. Mais là, tu ouvres si bien la porte vers le sujet de notre épisode. Tu vas nous parler d'albums plurilingues, mais pas d'albums plurilingues qui sont édités et publiés tels quels. Mmh. Catherine, Tout à fait. est-ce que tu veux nous présenter c'est quoi les albums plurilingues et le deal? Oui, avec plaisir. Donc les albums plurilingues et le deal, c'est en fait, ils se retrouvent sur la plateforme Biblius, qui est une plateforme financée par le ministère. Puis c'est à la base, les albums plurilingues et le deal, c'était en soi une plateforme d'albums, numériques. Donc, avec, 2 maisons d'édition, Les 400 coups, La Courte Échelle, on a pu grâce à un financement aussi du ministère de l'Éducation, donc la DILEI, qui est la Direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle. On a pu, rétribuer les auteurs, les illustrateurs pour, pouvoir faire traduire ces albums-là dans une vingtaine de langues à l'écrit. Donc, on a, vraiment beaucoup de langues, là, en fait. Il y a l'arabe, il y a l'espagnol, l'italien, mon Dieu, là, ça me vient pas en tête parce qu'il faut que je les énumère, là, Veux-tu que je mais, t'ai les énumère? oui, vas-y, Émilie. Il y a le cré il y a le créole Créole haïtien, il haïtien, y a le tamoul, le punjabi, bengali. ourdou, bengali, en tout cas, il y en a une Oui, panoplie. Puis, merci. avant qu'on poursuive, là, juste pour Ouais. que, tu sais, moi, je sais à quoi ressemble la plateforme, là, mais les gens qui nous écoutent et qui sont pas devant leur ordi, qui peuvent pas aller voir tout de Oui, suite. Tout d'abord, la plateforme Biblius, qui est-ce qui y a accès? oui, c'est tous les usagers du système scolaire. Donc, les élèves Québécois? ont québécois, Oui. merci. Les élèves ont avec leur adresse, De l'école, ouais. institutionnelle là, de l'école, puis un code qu'ils vont avoir reçu, peuvent y accéder, les enseignantes et les enseignants aussi. Puis, ça permet également aux parents d'avoir accès, pour regarder des albums ou des livres avec leur enfant. Je crois qu'ils doivent utiliser le code de leur enfant là, dans ce temps-là. Il y a eu un petit Ah changement. oui, c'est bon à préciser parce que la Oui, première fois que j'ai essayé d'y accéder, c'était en passant par la plateforme Mosaïque pour les parents, là, puis ça ouais, fonctionnait pas. Donc, l'adresse institutionnelle de l'enfant. oui, puis sur le site de projetbiblius.ca, là, il y a vraiment toutes les informations, puis il y a du soutien aussi là, pour si des gens en ont besoin. Puis là, pour nos auditeurs, encore une fois, là, qui sont en train de marcher dans le bois, qui Mmh. sont pas devant l'ordi, à quoi ça ressemble quand on arrive sur la plateforme? Là, on parle d'albums plurilingues, là. Visuellement, Émilie, est-ce que tu voudrais décrire c'est quoi? En fait, en gros, en fait, on a un choix il y a combien de livres, Catherine, à peu près Il y en a dans 11. ouais, donc là Mais il y a des spécifications. Vas-y, puis je parfait. vais poursuivre après. Donc là, on a un choix d'albums. Quand on choisit notre album, on clique sur l'album, puis on a une petite, bouton là, Bouton. qui nous amène avec la lecture et le deal. Donc ça, c'est la lecture plurilingue. Puis là, en fait, on a comme un livre virtuel qui s'ouvre devant nous. On peut l'écouter en français, le lire en français, évidemment, mais on peut, aussi ensuite choisir la langue, qu'on veut, là. La langue d'écoute pour certaines, il y a certaines langues qui sont, qu'on peut écouter, puis d'autres qu'on peut lire. Donc mais c'est toujours même si c'est lu, il y a quand même, le texte en bas là, qui s'affiche, de chaque pour chaque page, chaque phrase et tout ça.
Puis, est-ce que le texte en français est présent sur toutes les pages ou quand on est dans la traduction? Oui, OK. Donc, il y a toujours le Oui, texte en français, plus, selon la langue qu'on choisit, une ouais. traduction qui C'est comme en s'affiche. fait, c'est le texte d'origine, là, vraiment comme Exact. si on lisait le vrai livre. Ouais. Puis c'est en dessous, en fait, que là, il y a vraiment la traduction qui s'affiche. Fait merci pour cette, belle De description. rien. Puis j'ajouterais, parce que je trouve ça vraiment intéressant, qu'on n'a pas besoin de choisir une langue pour la lecture de l'album au complet. On peut changer à chaque page quand on veut faire des activités d'éveil aux langues, Exactement, par exemple. voilà. Mais là, c'est Oui, votre sujet, là. Je vais vous laisser en parler. mais c'est parfait. Oui, vas-y. Oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a aussi, ben, Émilie l'a mentionné, il y a des enregistrements audio dans une dizaine de langues, en fait. Donc, il y a pas les 20 langues, là, pour lesquelles on a l'écrit, mais il y a les audios dans une dizaine de langues. Puis là, récemment, grâce à un nouveau financement de la Direction des ressources didactiques et des bibliothèques scolaires, on est en train de poursuivre les traductions et les enregistrements de 7 des albums pour lesquels il y a des enregistrements audio, mais dans 10 langues autochtones parlées sur ce qu'on appelle le territoire du Québec. Donc, Anishinaabe, Atikamekw, Abénaki, Innu, Inuktitut, Kanyen, Keha, Mi'kmaq, Naskapi et Wolastoqey. Je voulais les nommer. Oui, c'est Ouais, important de le faire. ouais. Je vois que tu as travaillé ta prononciation aussi. Je suis vraiment désolée, il y a peut-être des mots où ça a peut-être accroché, là. Non, Ah ben là, j'ai essayé. tu fais l'effort de le faire, mais je ne sais pas, je ne saurais, avoir une prononciation correcte, mais je trouve que c'est important de les nommer. Oui, tout à fait. OK, on revient un petit peu en arrière avant de parler de l'utilisation en classe. Dans quel contexte est-ce que ça a été développé? Est-ce qu'à la base, c'était un projet de recherche ou c'était un projet pour la classe, de matériel Oui, pédagogique? c'est une très bonne question. En fait, c'est dans le cadre d'un projet de recherche qui a été dirigé par, Françoise Armand. C'était un projet apparenté une recherche-action qui allait se dérouler dans 10 classes à l'éducation préscolaire. Donc, c'était en maternelle 5 ans, en milieu pluriethnique et plurilingue. Puis dans ce projet-là, on voulait exploiter des albums plurilingues à l'époque parce que quand la demande de financement a été faite, je pense que c'était en 2000 peut-être 16 ou 17, ben ça n'existait pas, hein, des plateformes, numériques ou du moins on les connaissait pas. Ben, on connaissait peut-être Storybooks, Canada, mais bon, on n'avait pas exactement ce qu'on cherchait. Puis ce qu'on avait en tête, c'était le projet Sac d'histoire, qui est un projet d'une école montréalaise pour tous, là, où, eux aussi, dans le cadre de ce projet-là, ils ont pu libérer les droits d'auteur pour faire des traductions des albums, mais c'est un projet qui se fait avec les parents. Donc, on découpe plein de petites étiquettes dans différentes langues pour les coller. Bon, sous le texte en français, sauf que dans un projet de recherche où on avait plus d'une centaine d'enfants qui étaient susceptibles de parler vraiment plusieurs langues, puis on voulait, dans ce vaste projet de recherche-action, qu'il y ait une collaboration entre l'école et la famille. Donc, on exploite les albums à l'école, mais aussi en milieu familial. Donc là, c'est comme les réalistes, finalement, on se serait fait des tendinites à découper des étiquettes. Puis, ben, Françoise Armand, qui est vraiment très créative et qui est elle a beaucoup c'est ça, d'initiatives, d'idées. Puis là, un matin, elle s'est dit, je le sais, on va faire une version numérique de tout ça. Mais là, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait parce qu'on n'avait pas de connaissances sur tant que ça, le monde de l'édition et du droit d'auteur et comment ça fonctionnait. Donc là, il me semble que c'est Hélène Turgeon, elle nous avait dit, ben allez parler avec des maisons d'édition, là, commencer par la base. Puis, ben c'est ça, après plusieurs rencontres avec beaucoup de maisons d'édition, ben c'est ça, les 400 coups à courte échelle ont répondu favorablement là, à cette belle collaboration. Ah, c'est donc bien, c'est comme tout foisonnant, on dirait, comme début d'histoire. Donc là, Ouais. à partir de là, vous avez commencé à traduire. Est-ce que les traductions ont été faites par des familles encore ou Il y a plusieurs personnes qui ont fait les traductions. Dans la mesure du possible, on avait des traducteurs professionnels, sauf que c'est pas évident de trouver des traducteurs dans toutes ces langues-là qui ont une expertise en littérature jeunesse ou en traduction littéraire. Donc, dès que c'était possible, on avait ces personnes-là pour faire les traductions, mais il y a aussi des enseignants PELO, par exemple, donc du programme d'enseignement des langues d'origine, là, qui ont fourni des traductions. Il me semble qu'il y a aussi peut-être une ou 2 enseignantes, donc des personnes qui avaient une bonne, connaissance, une bonne maîtrise des langues pour lesquelles on a eu de la traduction, mais ça va dépendre, là, selon les langues. OK.
Ouais. Puis, donc là, on va aller parler un petit peu des utilisations, qui en sont faites. Donc, tu parlais un petit peu du préscolaire, mais, je voudrais tendre un peu la parole à Émilie, fait qu'on va revenir au préscolaire. Émilie, comment est-ce que les albums plurilingues sont arrivés dans ta vie professionnelle? Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'utilisation que tu en fais? Oui, absolument. Ben, c'est sûr que c'est arrivé, plus, comment dire? Plus support papier au début parce qu'on a la chance, en fait, dans Côte-des-Neiges, on a la bibliothèque interculturelle de Côte-des-Neiges qu'on fréquente avec les élèves de l'école. Puis là-bas, ils ont beaucoup de, livres qui sont traduits, en fait. Donc, c'était possible de trouver des livres qu'on a en français, puis je donne des exemples, espagnol puis bengali, par exemple. Donc, ça a commencé un peu comme ça. On avait aussi des livres qui étaient audio qu'on pouvait écouter, mais comme à la bonne franquette, là, je dirais, avec un lecteur CD puis des écouteurs. Puis après ça, finalement, je me suis lancée un peu plus avec la plateforme Élodile. Mais là, c'est ça. Depuis l'année dernière, en fait, je m'en sers vraiment comme support pour l'enseignement réciproque. Puis, je travaille la lecture avec les élèves sur la plateforme Élodile. Puis, en fait, les élèves utilisent donc leur iPad, travaillent Mmh. en équipe, écoutent des histoires, se la lisent en français, mais après ça aussi l'écoutent dans leur langue. Puis après ça, donc, on construit là, vraiment une compréhension poussée de non seulement de l'histoire, mais aussi de vocabulaire beaucoup plus riche, je dirais, en français. Je pense à comme, il y a des histoires où, il y a, est-ce que c'est je sais plus c'est quel livre, Kat? De quoi ça parle? Qui a plein d'expressions, là. Ah, c'est le loup, là. L'agneau qui voulait être un Oui, loup? exactement. Oui. Il y a une tonne d'expressions dans ce livre-là, genre prendre la poudre d'escampette, là. Puis, en fait, ça permet aux élèves de premièrement, c'est très drôle quand ils écoutent dans leur langue, puis ils sont comme: «Ah OK, oui, oui, c'est un peu drôle». Puis, en fait, ça permet après ça avec évidemment, je fais un lien avec le mur de mots, donc tout ça est affiché dans la classe. Puis ça permet de réintroduire ce vocabulaire-là beaucoup plus efficacement parce qu'ils savent, comme ça s'est enregistré, là, ce Oui. que ça voulait dire, là. Parce que c'est un contexte spécial, c'est comme un contexte, je sais pas, là, c'est comme, une petite activité pour eux, c'est comme une activité bonbon, là, parce Mmh. que même si dans les faits, c'est du gros travail, là, mais ça reste que comme ils sont tellement intéressés. Puis là, mon Dieu, je pourrais, vous en parler pendant des heures, mais les impacts de ce genre de pratique-là, de juste mettre de l'avant la langue maternelle des élèves, parce qu'après ça, en grand groupe, on fait aussi l'écoute qui est il faut que je le nomme parce que comment on dit? Catherine, celle qui lit les histoires, c'est la Oui, la conteuse, la narratrice, ouais. narratrice. C'est magnifique le travail qui est fait, c'est tellement bien raconté. C'est, Suzanne Côté qu'on salue en C'est même temps. bravo, vraiment là, c'est les élèves, ils rient, ils trouvent ça tellement agréable de l'entendre. Puis même les traductions, sont super bien faites aussi, les intonations, tout ça. Puis après ça, c'est ça, souvent comme tu parlais tantôt, on choisit habituellement, je demande aux élèves c'est quoi leur passage préféré dans l'histoire, puis on l'écoute en grand groupe dans les différentes langues de la classe. Puis là, après ça, là, je peux partir. Encore une fois, on trouve des congénères, des mots qui sont pareils dans les 2 dans leur langue maternelle. C'est tellement vaste et riche ce qu'on peut faire avec ça. J'ai des élèves qui ont commencé à essayer d'apprendre d'autres langues parce qu'ils se rendent compte, comme les petits qui parlent tagalog. J'ai un de mes élèves qui maintenant est en train d'essayer d'apprendre l'espagnol. Il va voir les autres, il prend des notes. Tu sais, c'est vraiment très, très cute. J'ai un élève que ses parents parlent lingala, mais lui, il parle pas vraiment lingala à la maison. Mais là, il pose des questions à ses parents parce qu'il veut apprendre les mots en lingala, parce qu'il voit tous les autres que là, tu sais, ils ont la langue maternelle qu'ils utilisent plus en classe. Bref, c'est infini. Les retombées positives d'utiliser ça en classe sont comme
infini pour vrai. C'est ça, voilà. Ah, tu me donnes des gros frissons. Puis là, je trouve que c'est important de le dire pour les gens qui n'auront pas accès au visuel, là. Quand Émilie parle de son utilisation des albums plurilingues, elle a le gros sourire jusqu'aux oreilles puis les yeux brillants. C'est C'est magnifique, vraiment c'est ça. tellement inspirant. Puis je vois, tu sais, toute la panoplie d'utilisation à la fois pour la valorisation des langues du répertoire, pour l'apprentissage du français, Exact. l'apprentissage d'autres langues. On est partout à la fois. Ça touche toutes les sphères parce qu'après ça, c'est réutilisé en écriture. C'est vraiment, c'est comme fantastique parce que les enfants, ils sentent, c'est quoi le mot que je... Ils se sentent comme un Valorisé. peu valorisés. puis- Reconnu. Oui, reconnus, voilà. Puis, Ouais. tu sais, souvent, pour certains élèves qui, par exemple, j'ai un élève cette année, c'est le seul dans la classe qui parle tamoul, puis il parle juste tamoul. Mais tu sais, dans ces moments-là, là, il écoute son histoire en tamoul, puis là, il comprend tout, tu sais. Ça, c'est comme, tu sais, ça leur fait du bien aussi, là, de Ah se oui, c'est ça, là, sentir... puis là, la surcharge Ouais, cognitive, la c'est journée ça. qui vient s'apaiser pendant quelques minutes, là. Exact. Puis, mais tu m'as justement amené à ma Euh, prochaine question parce que tantôt, quand tu avais parlé d'enseignement réciproque, est-ce que Oui. tu jumelles les apprenants par langue maternelle pour qu'ils écoutent en français puis ensuite ensemble dans la même langue? C'est ça. Au début, oui. Donc, les premières fois, je les jumelle vraiment. Puis ça a bien tombé cette année parce que je pouvais le faire avec plusieurs petits sous-groupes. Que oui, je jumelle avec ceux qui ont la même langue maternelle. Puis parce que je trouve que ça donne comme une place à vraiment des échanges. Comment dire? C'est des échanges qui sont fructueux, je vais dire, parce que, bon, il n'y a pas ils sont capables de communiquer tellement facilement. Ouais. Puis là, tu sais, quand ils ont des bris de compréhension pour certaines choses, ben ils peuvent s'en parler directement. Fait que Ben là, oui, c'est ça, parce que même facilite. dans leur langue maternelle, tu sais, je pense à mon fils de 7 ans, il va pas toujours Oui. comprendre tous les mots de Non. l'histoire en français, Exact. donc ils peuvent co-construire comme ça à partir de Exact. leur langue commune. Exactement. Voilà. Mhm. Puis c'est ça, fait que je pense que ça, c'est vraiment important. Ça les sécurise au début aussi. Puis après ça, on commence à mélanger tout ça tranquillement, pas vite au cours de l'année, là. Fait que c'est ça. Là, je suis rendue là avec eux. Là, on commence à mélanger tout ça, là. OK. Donc, pour une activité autour d'un Oui. livre, par exemple, Oui. si ça se passe en début d'année, le jumelage va plus se faire avec un apprenant de la même langue Ouais. quand c'est possible. Ouais. Puis, Moi, j'ai quand trouvé on que est c'était mieux. rendu en milieu d'année, Oui. la structure des activités peut être différente. Exactement. Ouais. Moi, c'est ce que je trouve qui est le plus bénéfique. C'est ce que Bien, on je va préfère justement comme aller approche. explorer d'autres types d'activités qu'on peut faire avec les albums parce que Catherine, tantôt, tu parlais d'enseignement préscolaire primaire. Oui. Fait que là, on est dans la lecture n'est pas encore acquise. Non, c'est ça, on est vraiment dans l'entrée dans l'écrit, dans l'éveil, mais on l'utilise en faisant de la lecture à voix haute. Mais c'est ça, dans le cadre du projet de recherche là, duquel sont nés les albums plurilingues, en fait, c'est ça. Je l'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure, mais on a travaillé avec toute une équipe de recherche. Et puis, j'enverrai aussi là, les liens pour avoir accès à toute la documentation, bon, puis à l'équipe complète de recherche. Mais on a beaucoup travaillé, notamment avec Hélène Turgeon, qui était co-chercheuse dans le projet, puis les enseignantes qui étaient, les 10 enseignantes, en fait, on s'est réunis quelques fois à l'Université de Montréal avant le début du projet, puis on a co-construit ensemble plusieurs activités pour animer ces albums-là à l'éducation préscolaire. Puis, on a fait, par exemple, des murs de mots, de vocabulaire. Hélène Turgeon a guidé beaucoup les enseignantes dans le développement de questions en lien avec la lecture indiciaire, donc pour travailler des habiletés de compréhension de haut niveau. On a des activités en lien avec les habiletés narratives, parce que ça, c'est dans le cadre de ma thèse. On a aussi plein de suggestions d'activités d'éveil aux langues. Puis, ces fiches-là sont accessibles aussi sur la plateforme, là. Donc, c'est comme, OK. en fait, les fruits de la recherche. Donc, déjà, là, il y a plein de pistes d'exploitation. Puis, on dit tout le temps, faites les pas d'un bout à l'autre parce que vous allez... ça finit plus. En fait, c'est vraiment, il faut le voir comme... ça peut être du clé en main, mais il faut le voir vraiment comme une banque d'activités, d'idées dans laquelle puiser, là. Donc, c'est pas pour faire de façon Non, non. séquentielle au complet. Donc, ça, je trouve ça important tout le temps de le préciser.
Mais là, ces fiches-là, c'est juste pour le présco. Ben, en fait, on s'est rendu compte que non. Puis là, dans mon projet de recherche actuel, c'est des enseignantes en première année qui l'ont utilisé. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être adaptées aussi. On peut aller plus loin, par exemple, dans une activité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Puis, il y a Audrey Bécharge-Albert qui vient de terminer son mémoire de maîtrise. Puis, elle a utilisé les images, par exemple, pour les murs de mots de vocabulaire, mais avec des parents apprenant du français. Donc, ça peut vraiment être exploité de différentes façons. Donc, ça, c'est, tu sais, je dirais préscolaire et primaire, là aussi. Ouais. Puis, on parle d'un contexte d'enseignement, de français langue d'enseignement. Est-ce que les contextes dans lesquels ça a été exploré, c'est des contextes hautement plurilingues et pluriethniques ou pas forcément? Dans la recherche, oui, c'était très, très, c'était fortement pluriethnique et plurilingue. Par contre, moi, je l'ai utilisé aussi dans ma classe, là, parce qu'après le doctorat, moi, je suis allée dans une classe, j'avais besoin de ça, puis j'ai beaucoup, beaucoup utilisé les albums plurilingues qu'on avait développés dans le cadre de la recherche. Puis, c'était une classe très, très hétérogène à différents plans, je dirais, mais il y avait c'était pas aussi, pluriethnique et plurilingue que dans la recherche. Donc, j'avais quelques élèves qui étaient en apprentissage français, donc vraiment qui venaient d'arriver, qui débutaient. J'avais plusieurs élèves, qui étaient nés au Québec de parents aussi francophones et j'avais aussi il y avait des enfants, qui avaient été socialisés en français, mais dont les parents parlaient entre eux une autre langue. Puis avec l'enfant, bon, il pouvait, varier là, parfois en français, parfois dans les langues familiales, mais pas tellement. C'était vraiment plus le français. Puis dans ces milieux-là, c'était vraiment super intéressant d'utiliser les albums plurilingues parce que ça rejoignait en fait, bon, des enfants qui étaient vraiment plus débutants, mais ça rejoint ce qu'Émilie disait. Ils pouvaient plus, comprendre. Bon, on enlève un peu la charge cognitive, mais pour les autres enfants, c'est beaucoup des enfants qui parlaient uniquement le français à la maison, qui ont eu comme des étincelles, en fait, dans les yeux. Je pense que c'est dans la façon de l'amener aussi, là, quand ils voient qu'on trippe, ben, ils trippent aussi. Puis, il y avait Émilie disait tout à l'heure que, ben, les élèves vont faire des recherches, qui commencent à s'intéresser. J'ai une enfant, c'était maternelle 4 ans, donc elle avait, peut-être 5 ans, là, à la fin de l'année, puis il a fallu que sa mère se rende à la bibliothèque pour lui emprunter une méthode pour apprendre l'arabe, parce qu'elle n'avait pas l'arabe dans son répertoire, mais elle a comme développé une fascination, puis là, elle voulait l'apprendre. Ou des parents qui me disaient que, bon, les enfants arrivent à la maison, puis ils demandent, ben, hey, comment ça se dit tel mot je sais pas, en espagnol, puis les parents sont, ben là, je sais pas. Donc, ça les amenait à faire des petites recherches ensemble. Donc, ça a vraiment permis d'éveiller l'ensemble des enfants à la diversité linguistique, de développer chez eux une curiosité en lien avec ça. Puis, tu sais, j'avais même, je me souviens dans le coin de jeu, les enfants, c'était fait, je pense que ça devait être après la lecture de L'agneau qui voulait être un loup. Ça se passe vraiment dans le Far West, là. C'est un western, en fait. Puis là, les enfants, c'était fait toute une espèce de coin-jeu western. Puis là, il y avait un enfant il mimait comme s'il était dans une carriole avec des chevaux. Puis là, il disait caballo. Donc, il avait vraiment, lui, retenu, bon, comment on dit cheval en espagnol, même si c'était pas une langue avec laquelle il était familier. Donc, c'était vraiment chouette de voir ça, là, l'ouverture des enfants à cette diversité linguistique-là. Puis dans les fiches pédagogiques, les activités qui sont déjà suggérées pour l'utilisation des albums, est-ce qu'il y en a qui peuvent convenir à ce type de public-là, qui est peut-être un petit peu moins hétérogène linguistiquement? Oui, tout à fait, parce que, ben, surtout les canevas de lecture indiciaire, là, en fait, qui ont été développés surtout par Hélène Turgeon. En fait, c'est des questions qui visent à ce que les élèves, ben, à soutenir les élèves à formuler des hypothèses, à les justifier aussi, donc dire pourquoi ils font cette hypothèse-là, hein. Donc, ils doivent vraiment s'appuyer sur des indices. C'est pour ça qu'elle parle de lecture indiciaire, donc s'appuyer sur les indices du texte, de l'illustration, sur leur connaissance sur le monde. Puis ensuite de ça, ils doivent valider aussi. Donc, quand on lit le passage en question, ben on demande à l'élève, est-ce que tu avais raison? Et dis-moi pourquoi tu avais raison ou tu n'avais pas raison. Donc, ça, c'est des habiletés de compréhension vraiment de haut niveau. Donc, ça peut être exploité vraiment pas juste au préscolaire, là. Puis, tu sais, je dirais que le vocabulaire aussi, peu importe le niveau. En fait, nous,
Les mots de vocabulaire qu'on a sélectionnés, c'était dans le cadre de la recherche. Bon, il y a des justifications derrière ça, mais on suggère toujours aux enseignants aussi d'utiliser le principe du mur de mots, mais après d'adapter aussi en fonction de leurs besoins, là. Est-ce que tu veux juste définir le mur de mots? Tu sais, moi, je suis pas en enseignement primaire, préscolaire, fait que peut-être que tout le monde qui écoute sait exactement de quoi tu parles, mais tout d'un coup. Oui, parfait. Donc, le mur de mots, c'est vraiment pour travailler le vocabulaire. Puis, dans les fiches qu'on voit, c'est que nous, on a sélectionné peut-être 5, 6 mots par album. Donc, parfois, ça peut être des expressions, là, comme prendre la poudre d'escampette, par exemple, dans l'agneau qui voulait être un loup. Puis, on essaie de varier aussi. Bon, ça dépend tout le temps des intentions qu'on a, mais on va sélectionner des mots sur lesquels on veut faire un travail pour vraiment, en fait, pour que les élèves travaillent en profondeur autour de ces mots-là. Donc, on va aller travailler le sens du mot, la forme, donc comment on le prononce, comment on l'écrit, et l'emploi, donc comment on l'utilise. Ce qu'on a fait dans le projet, c'est un peu une démarche d'enseignement direct du vocabulaire. C'est que au début, avant la lecture, on expliquait ces mots-là parce que certains des mots sont vraiment centraux à la compréhension de l'histoire. Par exemple, bon, juste dans une visite inattendue, il est question d'une moufette. Donc, si l'élève ne connaît pas, en fait, le concept de la moufette, puis qu'il ne sait pas que ça projette un liquide puant, ben on passe un peu à côté de la compréhension de l'histoire. Donc, il faut s'arrêter sur ce mot-là, surtout avec des élèves qui sont peut-être pas nés au Québec, qui n'ont jamais vu une moufette. Donc, pour que les élèves comprennent ces mots-là, qu'on a ciblés quand on va lire l'album, puis ensuite de ça, ben, pour vraiment que les élèves passent de la connaissance réceptive à la connaissance productive et puis qu'ils puissent réutiliser les mots, ben, on va aller faire des petits jeux comme ça spontanément autour du mur de mots. Par exemple, il nous reste 5 minutes avant, bon, peut-être plus 10, avant d'aller à la récréation. Bon, ça peut être, on sort son mur de mots, puis c'est toujours intéressant aussi de faire un mur de mots sur un carton là, qu'on peut facilement ranger, ressortir. Puis là, on va faire des activités autour de ça. Par exemple, une devinette. Je cherche un mot qui est un verbe qui comporte, par exemple, 2 syllabes. Ou je cherche un mot qui veut dire, bon, qui est un synonyme de telle chose. Donc, on va vraiment travailler les différentes dimensions, sens, forme, emploi des mots. Merci, Nous, c'est très concret. c'est très populaire, mimer le mot. Oui, mimer. Donc, Émilie, Oui. le mur de mots, c'est un principe que tu utilises. Oui, mais on dirait que ça va de pair avec l'enseignement. Quand on enseigne C'est ça. la lecture, puis en utilisant, je pense, particulièrement ça dans des classes plurilingues, puis tout ça, il y a des mots, veux pas, c'est de la littérature, hein, donc on va se buter à des mots qui sont plus compliqués. Puis moi, mon but, quand je choisis justement les mots, c'est souvent, ça va être des mots qui sont, soit qui sont pas congénères dans leur langue. C'est ça, des mots vraiment, là, il y a pas de petits mots dans le grand mot ou des mots qui sont vraiment plus compliqués que là, je sais que s'ils s'arrêtent à ce mot-là, mais là, ils comprendront plus le reste de l'histoire, là. Mais après ça, oui, c'est comme on fait des activités avec ce mur de mots-là. On réutilise les mots pendant les ateliers d'écriture. C'est comme, c'est multiple, là, ce qu'on peut faire. Puis, Exact. c'est ça. Ouais. Oui, Ouais. puis on n'est pas obligé de partir de la littérature jeunesse non Non. plus, là. Ça peut être vraiment avant une situation d'écriture. Ouais. Bon, on fait avec les élèves, on construit un mur de mots. Donc, c'est ça, parfois, ça peut être fait en collaboration avec les élèves. Des fois, c'est l'enseignante qui va cibler des mots. Puis sur le site Elodile, là, il y a plein de vidéos. S'il y a des gens qui sont intéressés à aller voir, il y a des vidéos sur l'utilisation des murs de mots au préscolaire, mais il y en a aussi jusqu'au secondaire. Ah ouais, Donc, OK. sur le web documentaire des histoires et des mots, OK. justement. OK, parfait. Ah ben Ouais. merci pour cette référence-là aussi. Puis on va mettre le lien vers le web documentaire aussi en ressources parce que là, j'étais déjà en train de me dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire en enseignement universitaire du français en Oui, seconde? Donc, ouais. je vais aller Mais voir ça de ce serait, côté-là. oui, ça serait super chouette aussi, Ouais. là. Ouais. Oui, parce que l'enseignement du vocabulaire, c'est toujours un gros défi. Ouais. Oui. Mais là, on a un petit peu dévié de notre sujet. Je veux Oui. juste nous ramener pour clore un petit peu les différentes utilisations possibles des albums plurilingues Élodile. On a parlé de la classe d'accueil, on a parlé du primaire, français langue d'enseignement. On s'adresse surtout au premier cycle du primaire, les albums
Ben, Jusqu'à quel âge? Ben, j'imagine que selon qu'on soit en classe d'accueil ou en français langue d'enseignement, ça peut peut-être avoir un intérêt varié, mais est-ce qu'il y a d'autres publics cibles? Parce que moi, en classe d'accueil, là, présentement, je suis au 3e cycle, puis c'est comme super, même pour le OK. 3e cycle. C'est sûr qu'il y a des albums qui sont plus pour les petits, je dirais, mais sinon, il y en a qui sont, en tout cas, pour les classes d'accueil, je l'ai fait au 2e cycle, j'ai fait au 3e cycle, puis il y a des albums absolument qui se prêtent à ça, là. ouais, puis on avait fait une petite recherche avec Catherine Ménard puis Françoise Armand pour savoir quelle était l'utilisation qui était faite de ces albums-là. Puis on a eu des répondants là, qui étaient vraiment dans tellement de contextes différents. Il y avait des enseignants en adaptation scolaire, en soutien linguistique, il y en avait à l'éducation préscolaire, il y en avait au primaire, il y en avait au secondaire, qui l'utilisaient pour, ben, des fois, c'était juste aller travailler la grammaire aussi, donc observer grâce aux langues qui s'affichent, ben, observer, par exemple, parler du GN, de la structure du groupe du nom, d'aller observer dans une autre langue, bon, où est la place du déterminant, où est la place du nom, est-ce qu'il y a des différences, ou est-ce que c'est pareil? Il y avait aussi, je sais que dans il y a un article là, qui porte sur ça, Mhm. je pourrais t'envoyer la Oui. référence aussi, mais je sais qu'il y a des enseignants qui avaient, en fait, il y a beaucoup d'albums qui parlent de différences. Puis c'était pendant les événements là, entourant la mort de George Floyd, il y a beaucoup d'enseignants qui avaient même fait des liens avec certains des Mhm. albums, avec toute la situation. Donc, oui, il y a beaucoup d'exploitation possible. C'est effectivement, là, ça a été pensé pour des préscolaires premier cycle, mais je pense qu'il y a beaucoup de façons d'aller extrapoler un peu l'utilisation de ces albums-là, là. Ouais. J'aime aussi que les thèmes soient réfléchis pour être inclusifs. Mhm. Mmh. Puis est-ce qu'il y aurait une idée, un projet éventuellement d'aller d'étendre, j'ai comme pas le bon mot, là, expand J'arrête pas de la gosser avec les ça. albums? Oui, c'est une demande qu'on a souvent, mais puis on veut aussi. C'est juste que c'est tellement de temps, c'est tellement un travail de moine et minutieux parce que là, il faut en fait prendre le texte de chacun des albums et le traduire, bon, après dans chacune des langues. Ensuite de ça, les enregistrements audio. Donc là, comme on le disait tout à l'heure avant qu'on entre en onde, on disait que, ben, c'est ça, moi, dimanche, je retourne en studio, bon, pour faire des enregistrements avec des compteurs dans des langues autochtones. Donc, c'est vraiment travail colossal, mais c'est certain qu'on aimerait ça, oui, en ajouter là, dans le futur. Puis, on réfléchit à tout ça là, de façon active avec plusieurs partenaires. J'ai envie de dire que oui, mais je peux pas dire quand. Mais c'est certain parce que c'est ça, je pense que c'est utilisé dans les milieux, puis là, ben, c'est 11 albums, hein, puis il y en a 7 pour lesquels on a les enregistrements audio, donc c'est sûr qu'on en a besoin de plus, hein, dans une année scolaire, là, 7 albums, c'est vite passé. Donc oui, je dirais même dans moins de temps que ça, donc oui, éventuellement, mais c'est ça, je peux pas dire quand. Puis, ben, j'imagine que, Émilie, peut-être que tu peux me dire, est-ce que tu fais une utilisation des albums pour lesquels il n'y a pas d'enregistrement audio, mais en utilisant les voix des enfants? Est-ce que... Ben là, moi, j'ai la chance d'être au 3e cycle, en fait, fait que la plupart des enfants lisent dans leur langue maternelle. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que c'est vraiment le fun dans ce temps-là parce qu'ils peuvent me lire la traduction. Fait que oui, on le fait quand même très, très, très souvent, là. OK. Puis, même une fois la gêne passée, ça va, ça va très bien. Puis, c'est cute parce que la plupart des autres élèves, ils sont comme vraiment... comment dire, sont comme impressionnés quand un élève lit justement dans sa langue maternelle, surtout quand c'est pas le même alphabet. Ah Puis oui. là que, par exemple, un élève qui lit en bengali, puis là, ils sont comme « Oh my God, mais c'est tellement... » Fait que c'est vraiment... Ouais, ça, c'est apprécié aussi. Ah ouais, c'est intéressant. Puis là, soudainement, cet enfant-là, ils l'entendent parler avec une Oui, fluidité à exact, laquelle ils ne sont pas habitués. Ça doit être c'est tellement ça, chouette. Mhm. exactement. J'avais comme question, est-ce qu'il y a des enjeux que les personnes qui voudraient utiliser les albums plurilingues doivent considérer? Soit qu'on parle d'enjeux sociaux, technologiques. Oui, en fait, ce qui me vient en tête rapidement, ben, c'est que toutes les langues ne sont pas là. Ouais. Donc, je pense que c'est important de faire une place. Tu sais, si on valorise, bon, si on a plusieurs élèves dont les langues figurent sur l'application,
c'est chouette parce qu'on peut écouter ces langues-là. Puis il y a aussi un bouton Google Traduction, donc qui mène directement à Google pour des langues pour lesquelles on n'aurait pas la traduction. Le texte de la page se recopie automatiquement. C'est sûr que c'est pas la même chose là, de l'entendre lu par une conteuse ou par une synthèse vocale. Ouais. Mais au moins, ça permet d'aller explorer peut-être la langue. Puis, mais encore une fois, sur Google, il y a des langues pour lesquelles on n'a pas l'audio. Donc, il faut trouver des façons aussi d'ouvrir la porte à ces langues-là des élèves pour pas qu'ils se sentent un peu mis de côté finalement. Donc, on fait des efforts. Puis moi, ce que je faisais, par exemple, en classe, je communiquais avec c'est sûr qu'on était à l'éducation préscolaire, mais communiquer avec les parents, est-ce qu'il y a des chansons qu'ils aiment écouter dans d'autres langues ou même avec les élèves, on peut leur demander eux-mêmes, là, surtout avec des élèves plus vieux, pour pouvoir justement faire une place aussi à ces langues-là là, qui sont peut-être pas sur la plateforme. Émilie, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter à ça? C'est sûr que si on y va plus du point de vue prof en classe, c'est sûr que c'est beaucoup d'organisation, surtout si on veut que chaque élève ait son petit iPad pour faire sa lecture individuelle puis tout ça. Mais à part ça, c'est un peu comme Catherine disait, puis justement, pour des élèves, puis on se questionnait justement l'autre fois, puis on se parlait par rapport à justement un élève de ma classe que sa langue est pas là en fait, on peut pas l'écouter, puis sur Google non plus. Donc là, on était comme qu'est-ce qu'on peut faire, pour cet élève-là? Puis là, déjà, je suis allée tâter le terrain avec la maman, voir si il y avait une possibilité. Donc ça, c'est des choses, c'est ça, sur lesquelles qu'il faut prendre compte, puis qui peut mettre comme pas un obstacle, mais juste quelque chose sur laquelle il faut se questionner, là. Ouais. Oui. Puis des fois, c'est ça, en regardant un peu autour de nous, on a des collègues souvent qui parlent plein de langues, Ouais. hein, donc moi, c'était arrivé dans ma classe, c'est l'enseignante d'éducation physique qui était venue lire aux élèves, aux enfants dans une autre langue. Puis l'éducatrice aussi du service de garde était venue lire dans une autre langue. Donc, des fois, faire appel à des collègues. Là. Oui, c'est ça, juste absolument. d'avoir la sensibilité en tant qu'enseignant de représenter toutes les langues. Oui, Ouais. tout à fait. Puis, pour les personnes qui nous écoutent qui sont hors Québec, qui aimeraient avoir accès à... Est-ce qu'il y a la possibilité de te contacter à l'UDM pour se négocier un accès? Non, j'aimerais bien, mais là, c'est plus entre nos mains. C'est vraiment, c'est chapeauté par Projet Biblius, par le ministère de l'Éducation. Donc, c'est malheureusement pas accessible en dehors du réseau scolaire québécois. Donc, on s'excuse. Mais comme tu le disais, il y a des maisons d'édition qui publient des livres plurilingues. Donc... Exact. Puis, il y a aussi la plateforme qui a été développée au Canada anglophone, Storybooks Canada, qui permet d'avoir accès à des livres aussi là, dans plusieurs langues, d'avoir l'audio, d'avoir parfois juste les illustrations. Il y a d'autres plateformes là, comme ça vers lesquelles on peut se tourner, puis je pourrais t'envoyer aussi des recommandations. Puis Storybooks Canada, est-ce que ça demande un accès aussi? Non, c'est gratuit. Ça, Ça, vraiment, tout le monde y a accès. OK, parfait. Oui. Parce que peut-être qu'on va avoir des auditeurs de la France, puisqu'on a interviewé des gens de la France. Okay, oui. Parfait. Oui. Pour terminer, Catherine, il y a beaucoup de recherches qui a été faite avec les albums plurilingues. Est-ce qu'il y a des avantages pédagogiques qu'on n'a pas encore mentionnés puis que tu aimerais souligner pour faire une belle clôture à l'épisode? Bien, en fait, je pense que je l'ai évoqué un peu, mais avec les parents ou les adultes en francisation, je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller exploiter à partir de cette plateforme-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a Audrey Béchard-Jalbert qui vient de terminer son mémoire de maîtrise. Donc, elle est allée voir si elle a animé, en fait, plusieurs ateliers de littératie familiale plurilingue autour de des albums. Puis, elle s'intéressait à l'apport de ces activités-là qui utilisaient les albums plurilingues pour favoriser chez les parents le développement du vocabulaire. Puis, ce qu'elle a observé, c'est qu'il y avait effectivement, il était en mesure de produire et de définir plus de mots après son intervention. Donc, je pense que
c'est à ne pas négliger aussi à l'enseignement en francisation auprès d'adultes. Oui, OK, tout mais à là, fait. en francisation, on cherche pas forcément à leur faire développer dans une perspective parentale. Est-ce qu'il y a Non, c'est des vrai, choses qui ont c'est été vrai. faites? Tu sais, parce que ça peut être Oui, super le fun, mais ça peut aussi être infantilisant de travailler oui, avec oui, des tout à fait. albums. Oui, oui. Ouais, C'est sûr que là, c'était des activités de littératie c'est familiale, ça. oui, avec leur enfant, là. Tout le monde était ensemble. Mais sinon, moi, pour les parents, c'est ça, c'est encore sous l'angle parental, mais juste d'envoyer aussi à la maison de l'enseignante qui dise que, bon, qu'est-ce qu'elle est en train d'exploiter comme album, puis que les parents puissent le réécouter, le relire avec leurs enfants dans les langues de leur choix. À la base, dans le vaste projet de recherche là, qui a été mené par Françoise Armand et toute l'équipe, c'était ça. Il y avait une collaboration école-famille. Puis, avec José Charette, on a documenté aussi le point de vue des parents sur l'utilisation de cette plateforme-là. Puis c'est ça, il y a des parents qui sont en apprentissage du français, puis ça leur permet d'apprendre aussi des mots Oui, de vocabulaire. oui, Mais effectivement, je pense que comme tu le dis, en francisation, quand c'est pas dans une perspective parentale, les recherches restent à mener. Donc, s'il y a des gens qui ont des idées en lien avec des exploitations comme ça, ben la porte est ouverte. contacter Catherine. Oui. Elle accepte les étudiants. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ben non, mais ça peut Les être échanges. intéressant juste de dire aux personnes en francisation qu'ils ont accès eux aussi avec leur adresse courriel institutionnelle à ces albums-là s'ils veulent les utiliser à la maison pour ceux et celles qui ont des enfants. Déjà, ça, c'est un message à passer. Oui, tout à fait. Émilie, Catherine, ça a été fantastique comme épisode. Il me semble que je conclue tellement toujours mes épisodes avec bonne humeur et enthousiasme, mais c'est ça à chaque fois, c'est tellement magique, là, ces petits moments-là où est-ce que vous nous parlez des pratiques plurilingues dans différents milieux. J'adore ça. Je trouve que je suis la personne la plus privilégiée d'avoir accès à tous ces récits-là. Ça nous fait plaisir. Merci. Puis là, moi, je Oui, suis comme, merci yes, je beaucoup. m'en vais continuer mes ateliers de lecture demain. Merci Euh, beaucoup, beaucoup à vous deux. Puis, Bien, merci infiniment. à nous. Puis, oui, excellent. Bye. Merci. Plurilinguisme en éducation est un balado réalisé sous la direction de Diane Quérien, professeure en didactique du français langue seconde à Concordia, avec le soutien du CRSH et du Centre d'études sur l'apprentissage et la performance.